l'ennemi de mon ennemi peut être ponctuellement mon ami, ça ne me fera jamais mon messie. On ne peut pas être plus clair. Kémy Séba, quelques temps après sa libération, prend la parole lors d'un entretien sur Aloha News et répond sur l'expérience vécue après son arrestation en France et donne une réponse assez interpellante lorsqu'on pose des questions sur le président de la Russie, Vladimir Poutine. Ce que j'ai dans mon ADN, c'est le sang de mes aïeux qui ont été traînés, qui ont été saignés. C'est pour eux qu'on se bat. C'est pour notre peuple qu'on se bat, en Afrique et dans la diaspora. Et donc, je ne peux pas avoir peur ou être effrayé par qui que ce soit. Et je pense que les services de renseignement ont très rapidement compris. Ils posaient les questions. Nous, on répondait, ils disaient oui, mais vous avez travaillé, collaboré avec Yevgeny Prigozhin, vous avez collaboré avec le Hezbollah, etc. Donc, vous êtes déjà... Je dis, mais comment ça se fait que... Ou ils me disent, vous avez collaboré avec les Russes ou autres, etc. Je dis, mais comment ça se fait que quand les Occidentaux font de la géopolitique, on dit ils sont brillants, c'est des stratèges. Mais quand maintenant des Noirs font parler leur cerveau et créent des alliances aux quatre coins du monde, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, en Asie, en Afrique, dans le monde arabe, on dit, ce sont des subordonnés au terrorisme international. Il n'y a pas de terroristes chez nous. On n'est pas dans une dynamique violente. On réprouve la violence. Je sais qu'il y a objectivement au sein de nos partisans, qui sont très nombreux, des gens qui parfois sont moins patients que moi. Mais moi, je sais pourquoi je prends de la non-violence. Je sais très bien pourquoi je le fais. Pourquoi? Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus dans la réactivité, dans la virulence. Si tu m'attaquais, s'il fallait que je prenne autre chose, je prenais autre chose. Mais en grandissant et en vieillissant, j'ai compris que la non-violence était une stratégie tellement puissante parce qu'elle discréditait celui qui effectuait des moyens disproportionnés contre toi, aux yeux du monde. Et si tu réagis par la violence vis-à-vis de l'agresseur, tu te mets sur la même table que celui qui t'agresse et on peut te faire passer pour l'agresseur alors que tu es en réalité l'agressé. Mais si quelqu'un effectue des moyens disproportionnés contre toi et que tu laisses cet individu, non pas tu te laisses faire, c'est pas ce que je dis, mais que tu montres les moyens disproportionnés qu'il utilise contre toi, la réponse, la plus belle des réponses, c'est le jugement du monde. Beaucoup plus que toi, ta réaction sur la même table que ce barbare. Tu comprends. Et donc, c'est juste une dynamique stratégique. Je pense véritablement, à 42 ans aujourd'hui, que la non-violence est beaucoup plus efficiente sur un bon nombre de points. Et ça nous permet de rappeler qui sont les criminels et qui sont ceux qui ne le sont pas. C'est dans cette démarche-là que nous nous situons. C'était une tournée globale, internationale, d'accord, qui nous a amenés dans différents endroits en Afrique de l'Ouest, qui ensuite m'ont amené côté de la Turquie. On a rencontré des autorités et on a accordé des entretiens auprès des médias d'État turcs. Et ensuite, après cela, on est parti en Espagne. On a été reçu par des membres de la mouvance de Podemos. Et on a accordé des interviews aux médias de cette même mouvance. Et après cela, on est parti en Belgique rencontrer des membres aussi de la société civile africaine diasporique. Et entre-temps, avant de repartir en Espagne, où j'avais d'autres rencontres, il était important que je rende visite à un membre de ma famille qui est très malade, qui a besoin de moi et qui nécessitait donc ma présence. Je sais qu'en Occident, le rapport des aînés aux cadets, c'est pas un rapport qui est sacré. On a tendance à mettre les aînés, les parents, dès qu'ils sont un petit peu malades ou qui sont dans de grosses difficultés, à les mettre de côté. Moi, je suis un Africain. Et je suis dans une dynamique, justement, du retour à soi et de la connaissance de soi et de la connaissance des siens et du respect du sacré. Et les parents, c'est quelque chose de sacré. Donc, à partir du moment où ma présence était nécessaire, même si ce n'était pas ma première passion que d'aller dans cette zone, j'y suis allé et j'en ai profité pour, justement, coupler les différentes dynamiques et démarches que je devais effectuer, puisqu'on devait rencontrer des membres de l'opposition qui voulaient me voir depuis un certain nombre de temps. Et donc, j'en ai rencontré séparément et pour des rencontres qui étaient constructives. Et un jour avant ce qui était censé être mon départ, la police, les services secrets, les membres de la DGSI, nous ont sauté dessus, moi et mon collaborateur. On était partis se restaurer avant de rejoindre chacun nos proches, d'accord. Et ils nous sont tombés dessus à 40 dans les rues de Paris, 40 surarmés. Une arrestation violente qui me fait sourire dans le sens où s'ils n'avaient pas la cagoule et si c'était en un contre un, comme je l'ai dit à l'un des policiers, ils n'auraient pas pu lever la main sur nous, ils le savent.
Et je me suis retrouvé d'ailleurs à dire à un des policiers qui faisait trop le fou, toi sans ta cagoule et en tête à tête, ça n'aura pas été la même démarche. Et ils le savent. Donc ils nous ont arrêtés, moi et mon collaborateur Eric Djouti, coordinateur international de l'ONG Urgence panafricaniste, que les autorités considèrent, alors qu'on n'est pas armé, mais considèrent comme le mouvement noir aujourd'hui le plus dangereux d'après les dires des membres de la DGSI, ce qui me fait sourire. Bon, je sais qu'on n'a pas d'armes ni quoi que ce soit. Et donc on a été jeté au trou, au sous-sol -4 de la DGSI, et on a été gardé à vue environ 72 heures. L'objectif très clair des services de renseignement, c'était de nous mettre au trou pour un bon bout de temps. L'un des policiers d'ailleurs s'est laissé aller à un propos disant que vous risquez pas de revoir la lumière avant un bout de temps, monsieur Seba. Et je lui ai dit, rira bien qui rira le dernier, vous avez vos plans, Dieu a les siens. On verra qui est le meilleur des planificateurs, même si j'avais une certitude que ça irait dans une direction qui serait en adéquation avec l'avancement de notre projet. Il est important pour avancer sur cette réflexion que je précise une chose, parce que il y a eu des errements de certaines personnes qui découvrent le combat politique au XXIe siècle ou qui découvrent le combat politique en 2024 et qui se disent « Ah, Camille, il a fait preuve de naïveté, il est venu en France, il savait pas les risques ». On mène ce combat depuis 25 ans. Si l'activisme politique était une discipline universitaire, je serais professeur ou un titre au-dessus. D'accord ? On a commencé ce combat en 1999, à une époque où ça n'intéressait quasiment personne. Et on a gravi les échelons d'une audience groupusculaire jusqu'à une audience où on est aujourd'hui suivi par des millions de gens et on est dans la sphère panafricaniste les plus suivis du monde francophone de très loin et peut-être, de manière cumulée, du monde noir global. C'est une question qui pourrait être largement posée. Et d'ailleurs, la DGSI dit qu'on est les figures centrales du panafricanisme anti-occidental, comme il le qualifie. Moi, je suis pas anti-occidental, je suis anti-oligarchie d'Occident. C'est très important qu'on le dise. J'ai rien contre le prolétariat occidental de manière générale. C'est absolument pas mon adversaire ou mon problème, tant qu'ils sont pas dans une dynamique d'être dans la logique de la négrophobie. Nous, quand nous décidons de venir rapidement à Paris voir nos proches, moi les miens, par rapport à mon aîné qui est malade, sur lequel j'ai déjà assez parlé, je ne vais pas encore m'étendre, on calcule les risques et on se dit, on sait très bien que les autorités françaises nous ont dans le viseur. Si on nous arrête, comment on planifie, comment on stratégise les choses? Tu t'y attendais un petit peu, quoi. On était préparé à cela et on se disait, parce qu'on est dans une dynamique qui est celle justement d'un combat, d'une guerre d'idées, d'une bataille culturelle dont parlait Gramsci. Toute action que le système néocolonial mène contre nous est une action qui servira en réalité à la propagation de nos idées et à l'accentuation, à la consolidation de notre agenda. C'était quelque chose d'extrêmement clair. On est dans une dynamique de George Foreman contre Mohamed Ali. Nous, on est Mohamed Ali. Foreman donne tous les coups possibles. Il donne. Et à un moment donné, à force de s'épuiser, la réaction qui est la nôtre est une réaction qui les fait tomber. Ils ont déployé des moyens que, je veux dire, même sous Mesrine, je pense qu'il n'y avait pas autant de policiers, des services secrets qui étaient mobilisés pour ça. C'était n'importe quoi, ce qui s'est passé. Devant tout le monde, dans les rues de Paris, tout le monde l'a vu. Ce que j'ai dans mon ADN, c'est le sang de mes aïeux qui ont été traînés, qui ont été saignés. C'est pour eux qu'on se bat. C'est pour notre peuple qu'on se bat. En Afrique et dans la diaspora. Et donc, je ne peux pas avoir peur ou être effrayé par qui que ce soit. Et je pense que les services de renseignement ont très rapidement compris. Ils posaient les questions. Nous, on répondait, ils disaient, oui, mais vous travaillez, vous avez travaillé, collaboré avec Yevgeny Prigozhin, vous avez collaboré avec le Hezbollah, etc. Donc vous êtes déjà. Je dis, mais comment ça se fait que, ou ils me disent, vous avez travaillé, vous avez collaboré avec les Russes ou autres, etc. Je dis, mais comment ça se fait que quand les Occidentaux font de la géopolitique, on dit ils sont brillants, c'est des stratèges. Mais quand maintenant des Noirs font parler leur cerveau et créent des alliances aux quatre coins du monde, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, en Asie, en Afrique, dans le monde arabe, on dit, ce sont des subordonnés au terrorisme international. Il n'y a pas de terrorisme chez nous. On n'est pas dans une dynamique violente. On réprouve la violence. Je sais qu'il y a objectivement au sein de nos partisans, qui sont très nombreux, des gens qui parfois sont moins patients que moi. Mais moi, je sais pourquoi je prends la non-violence. Je sais très bien pourquoi je le fais. Pourquoi? Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus dans la réactivité, dans la virulence. Si tu m'attaquais, s'il fallait que je prenne autre chose, je prenais autre chose. Mais en grandissant et en vieillissant, j'ai compris que la non-violence était une stratégie tellement puissante parce qu'elle discréditait celui qui effectuait des moyens disproportionnés contre toi, aux yeux du monde. Et si tu réagis par la violence vis-à-vis de l'agresseur, tu te mets sur la même table
que celui qui t'agresse, et on peut te faire passer pour l'agresseur alors que tu es en réalité l'agressé. Mais si quelqu'un effectue des moyens disproportionnés contre toi, et que tu laisses cet individu, non pas tu te laisses faire, hein, c'est pas ce que je dis, mais que tu montres les moyens disproportionnés qu'il utilise contre toi, la réponse, la plus belle des réponses, c'est le jugement du monde. Beaucoup plus que toi, ta réaction sur la même table que ce barbare. Tu comprends? Et donc, c'est juste une dynamique stratégique. Je pense véritablement, à 42 ans aujourd'hui, que la non-violence est beaucoup plus efficiente sur un bon nombre de points. Et ça nous permet de rappeler qui sont les criminels et qui sont ceux qui ne le sont pas. C'est dans cette démarche-là que nous nous situons. Ce que je dis sur la potentialité d'un partenariat avec la Russie, on peut pas être plus clair. Je suis très clair dans mes idées. En 2014, quand je parlais de la nécessité de créer des alliances multipolaires, j'en parlais de manière avant-gardiste dans mon ouvrage Black Nihilisme, d'accord? À l'époque, c'était Venezuela et l'Iran dont je parlais, parce que c'était les deux entités avec lesquelles on était en contact. Je disais de manière très claire que nous cherchons des partenariats, mais nous ne chercherons jamais des patrons, parce que le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Je suis extrêmement clair, et je pense que ce qui leur pose problème, c'est d'avoir affaire à des Noirs intelligents. Ce qui leur pose problème, c'est d'avoir affaire à des Noirs qui sont profonds et puissants dans la géostratégie. Pas des Noirs qui sont complètement matrixés par les cours de la Sorbonne ou autres et qui suivent un logiciel qui n'est pas le leur. Mais des Noirs qui sont en adéquation avec un logiciel aligné dans la dynamique de nos intérêts. C'est tout. On fait de la géostratégie souverainiste. On fait de la géostratégie, on fait de l'alliance avec différents blocs dans le but de servir nos intérêts. Et si nous pouvons instrumentaliser n'importe quel partenariat pour nos intérêts, on le fait. On sait très bien qu'en géopolitique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. Tu comprends ce que je veux dire? Exemple très simple. J'étais en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est une critique virulente, et c'est une nation qui critique de manière virulente, d'accord, le néocolonialisme de la France et d'autres entités occidentales. On se rejoint dessus. Mais de l'autre côté, l'Azerbaïdjan, tout en critiquant l'oligarchie occidentale, elle est alliée à Israël. Et l'Azerbaïdjan sait que moi, je suis un allié fondamental et jusqu'au bout, je le serai de l'Iran tant qu'ils seront dans une dynamique anti-impérialiste. Donc, c'est pas parce que on se retrouve sur certains points que cela signifie qu'on est d'accord sur tout. La Russie, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a tenu des propos vis-à-vis des bourgs en Afrique du Sud, ou des Blancs dans certaines contrées du monde face à la violence raciale, ou même en Occident. Vladimir Poutine soutient des partis que je vomis en Occident, comme le RN ou je ne sais quel autre mouvement identitaire en tant que tel. Vous pensez que je suis assez bête pour voir Vladimir Poutine en messie? C'est comme les services de renseignement qui rédigent ou qui fabriquent nos fiches Wikipédia, qui racontent n'importe quoi et qui disent qu'Emi Seba est un admirateur de Vladimir Poutine. Moi, j'ai une tête d'admirateur de Poutine. Moi, je suis admirateur de personne, si ce n'est de notre peuple. Parlez-moi de Kwame Nkrumah. Parlez-moi de Khalid Mohammed. Parlez-moi de Winnie Mandela. Parlez-moi de Kwame Touré, Stokely Carmichael. Parlez-moi du roi Béanzin. Parlez-moi des Agoche. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi en faisant croire qu'on est admirateur des uns ou des autres. Par contre, Poutine est un problème pour l'oligarchie occidentale. Et ce qui est un problème pour l'oligarchie occidentale, moi, ça m'arrange. Même si c'est temporaire. L'ennemi de mon ennemi peut être ponctuellement mon ami, ça ne me fera jamais mon messie. On ne peut pas être plus clair. Quel est votre avis sur la situation qu'il a traversée récemment dès son arrivée du côté de la France et quelle est votre analyse de ce moment de réponse qui n'est qu'un extrait parce que l'intégralité de la vidéo se trouve sur la chaîne Aloha News. N'hésitez pas à répondre en commentaire. Rendez-vous pour de prochaines productions sur Draofit Media.